Tous la peau noire. La peau blanche est un accident de variation, de l'évolution en fonction de circonstances climatiques. Tous les hommes initialement avaient la peau noire, ce qui fait que nous sommes également, quelle que soit la couleur de notre peau, parfaitement sœurs et frères, et du reste nous avons tous, sur le plan scientifique, exactement les mêmes cellules, les mêmes mélanocytes, les mêmes cellules qui pigmentent la peau, de façon identique, quelle que soit la couleur de notre peau. Now, if I were to tell you that blacks once had a great culture which exceeded the culture of whites, you'd probably find that pretty incredible. But we're talking about the ignored truths of history. Now, if I were to tell you that blacks, for as many centuries as whites have been superior, if you want, in the Western world, that for just as many centuries blacks were superior, you'd probably find that hard to believe. And you'd wonder how such a fact could be hidden. And the answer is, again, collusion. The whites wouldn't want to admit such a thing, because whites like to feel superior and like to think that their superiority is somehow permanent, decreed by God. As for blacks, if you look into the black civilizations that we're going to take a look at momentarily, you find something pretty interesting. You find that those civilizations actually arose as Jewish civilizations, later to become Islamic civilizations. Let's talk a little bit about black history, and let's start with a map. This is a map of the area around the Mediterranean Sea. Up here we have Europe. Here's Africa. A second Islamic empire arose down here. This empire also went under different names, and here are the names. Originally it was called Ghana, but not the Ghana of today. A huge mass of land, which we're going to show you again in a minute. Later it came to be called the Kingdom of Mali. And finally, at around the time of Columbus, it was called the Kingdom of Songhai. Songhai being the name of an African tribe which conquered the territory. 3 different names, but all really the same kingdom. A kingdom comprising the area from Senegal over here, all the way across the fertile sub-Saharan region to Chad, and well into the Sahara Desert. Again, an area almost the size of Western Europe. Now, I don't know if you can see it on your screen, but I'm pointing now to a river. This river flows from the mountains coming originally from Senegal, first east and then south. It's called the Niger River. And along the shores of the Niger River arose a civilization which eventually became the center of civilization in the Western world. Its headquarters was here. This is a city called Timbuktu, right here in the heart of Africa, on the shores of the Niger River. In other words, this was a city of niggers, some people would like to call them. But they outdid Whitey. Europe at this time was a mess. There was no real civilization to speak of. The Renaissance was just starting at the time that Timbuktu, down in the heart of so-called darkest Africa, was the center of world civilization. Sounds impossible, doesn't it? Not only is it possible, it was true. And if you don't believe it, look it up in any encyclopedia. Now, in the year 710 AD, a fellow by this name, let's get him to stand up a little better, Tariq ibn Ziyad, means Tariq, the son of Ziyad. Tariq was, I believe, a Moroccan. This is Morocco over here. In other words, he was a Moor, a man from Morocco. This whole North African empire, Islamic empire, came to be called the Moors, or in Shakespeare, the Blackamoors. Sounds like we had some black people there, huh? Let's talk about Spain during the Middle Ages. I want to read something to you. I want to read you a little passage about Moorish Spain as Europe's cultural center. Although the white Christians of Spain deeply desired, during this entire period, to expel the Blackamoors from their country, it is nevertheless an undisputed historical fact that medieval Spain was the cultural, educational, and scientific center of Europe. The Moorish kings lived in castles of highly polished marble, with elaborately carved walls and beautiful mosaic floors.
while European kings lived in cold, damp castles of unfinished stone, crude by comparison. The Moors possessed all the knowledge of ancient Greece, which was lost to Europe until the Renaissance. They made important contributions to philosophy, medicine, mathematics, chemistry, astronomy, and botany. Doesn't sound like such a dark age after all, does it? There were academies for the rich, free schools for the poor, and libraries containing books from all over the world. Now we're going to ask a very important question. During the Middle Ages, were Spain's Muslim rulers really black? It's almost inevitable that white people who have never been taught black history will ask this question. Were they really black? After all, Moors are kind of Arabic. They're not really Negro, are they? And the answer to the question is that there was more than one race involved. Again, as I told you before, in the beginning, there was the Umayyad dynasty. And they were mainly Arabic, although there were some blacks there. But by about the time of the Crusades, the Umayyad dynasty became soft and complacent, and the forces of Christianity were rising up in Spain and threatening to overthrow Islam. A second dynasty of kings arose called the Almoravids. They came out of Senegal, which is right in the middle of Africa. That's about as black as you can get. They conquered Spain, and they were the rulers from then until the end. Centuries. There's no question that Spain was ruled by blacks, at least during the latter part of the Middle Ages. So the answer to the question is yes, Spain was ruled by blacks during the period when it was indisputably the cultural, scientific, and educational center of Europe, believe it or not. Before proceeding, I want to show you a few books. This book is called From Babylon to Timbuktu, written by Rudolf Windsor. I've spoken to Rudolf Windsor a few times. He's a great writer, and he takes the history of the sub-Saharan black empires as well as the northern Saharan black empires and makes them very readable. All the information in this book can be verified in any encyclopedia. Here's another book which is a big source of information for me. It's called World's Great Men of Color. It was written by J.A. Rogers, one of the great black writers of the early 20th century. Finally, here's a book that I'd love to be able to talk about, but I doubt there'll be time. It's called The Sign and the Seal by Graham Hancock. It was a bestseller for its genre not too long ago. It tells the story of the Ark of the Covenant. And if you're like me, by the time you finish this book, you're going to believe, as the author believes, that the Ark of the Covenant is in Ethiopia, where it's been for thousands of years. That is, God, if Mr. Hancock is correct, gave the Ark of the Covenant to niggers. Think about that. Of course, a lot of people don't believe that. I'm not 100% sure it's true myself, but I'm about 90% convinced. Now, the slightly out-of-focus map on the left-hand side of your screen shows the approximate boundaries of the medieval Great Black Sub-Saharan Kingdom, known variously as Ghana, and then Mali, and later Songhay, all the same kingdom, a rather large kingdom. The yellow color shows the modern nation of Mali, which is, of course, much smaller. And right in the midst of it is a large black arrow showing the location of Timbuktu, the greatest city of that nation. I'd like to read you something about Timbuktu. This kingdom was originally called the Kingdom of Ghana. From about 300 AD up to the time of the Crusades, Ghana was a Jewish nation. This has been documented by the writings of one Eldad the Danite, whose works constitute the main historical source of information for this time or place. So this was a Jewish kingdom. Did you know that there were Jewish kingdoms in Africa? This little village in Zimbabwe is a long way from the Holy Land, but DNA evidence says that the Lembe tribe which lives here are direct descendants of an ancient line of Jewish priests who fled the Middle East over 2,000 years ago. According to Lemba pastor Perez Hemandishi, the DNA tests have legitimized their long-claimed ancestry. History has been, unfortunately, has been recorded. There are no written documents about our history.
that all of our ancestors, our forefathers, are telling us about our history. They say that we came from Israel. The findings are the work of a British scholar who spent 2 decades researching the Lemba. Professor Tudor Parfit of the School of Oriental and African Studies in London says that though the genetic link is remarkable, one of the Lemba's holy artifacts might be an even more important discovery. It was an extraordinary moment to see that these oral traditions, which seemed so unlikely and so dodgy, were actually confirmed by hard science. And it was at that moment that I realised that their stories about Ngoma, which they associated with the Ark of the Covenant, and which, in terms of its functionality, was exactly the same thing, I thought, well, they said that their priests brought it from the Middle East. These priests share the signature with Jewish priests, who are now shown to be descended from the Jerusalem priests. There must be a connection. Throughout history, they have been a persecuted people, enslaved, massacred, and discriminated against. The Jewish people have been scattered to the most remote parts of the earth. The history of the Jewish people in Ethiopia goes back several thousand years, goes back all the way to the relationship between the Queen of Sheba and King Solomon of Israel. And the tradition has been that there has been a Jewish community here known as the Beta Israel for several thousand years. Beta Israel means House of Israel, members of the House of Israel. We have this name for thousands of years to remind that we belong to Israel, to the Jewish community. To many, these tribes may seem insignificant, but in fact, the discovery of these tribes and recognition by the Israeli government is seen by some as a fulfillment of Bible prophecy, culminating in these tribes returning to Israel one day. Although Israel has already opened their doors to more than 100,000 Ethiopian Jews, thousands more remain outcast due to controversy over their conversion to Orthodox Christianity. From deep inside Africa, a sound is emanating that is causing reverberations around the world. It's the sound of Judaism. Casting off 2 centuries of colonialism, returning to what they say are their native roots. I know from birth I'm a Jew. Only I know that my forefather missed the way. I grew up alongside every other Igbo youth. We kept on hearing that Igbo people came from Israel. There was a story my mom told me at the age of 6 years. I never forget. He said, Igbos are Jews. And it's the story of one man, Shemuel, who went searching for what that meant and found answers on the internet, prompting a journey that led him to a community of thousands of Jews. A place where resources are few, but commitment transcends. Through prayer, practice, ritual, diet, and song. But this is also the sound of doubt from Jews in America. They will ask me, are you from America? I said, no, I'm a Nigerian. They say, you black? I said, yes. They said, no, it's not true. And rejection from family and friends. I am like an outcast among them. This is the story of the Igbo, 25 million strong, a people once under siege by their very own government. Biafra declared as independent. And a people once captured and shipped across the Atlantic by the hundreds of thousands. A people who helped build America,
and a people whose descendants are now discovering their Igbo roots, raising questions of cultural identity for countless African Americans. Many African Americans actually do not know that they have Igbo heritage. The chances of their being Igbo is much, much higher than their chances of coming from Ghana or from Western Nigeria. If you're from the right county in Virginia, you probably have a 60% chance of having Igbo ancestry. It's a story of the strength of belief, ancestry, and community. Boosted by a visitor who inspires everyone and helps take Shemuel's dreams to a whole new reality. The Jews of Nigeria are re-emerging. Lors d'une précédente émission, nous avons pu suivre deux rabbins franco-israéliens dans leur aventure en Côte d'Ivoire à la découverte du peuple Dan Yakuba, une ethnie africaine de près de 2 millions de personnes qui prétendent être les descendants de Dan, l'une des 10 tribus perdues d'Israël. Aujourd'hui, nous allons en apprendre plus sur ce peuple vivant caché dans les montagnes de Côte d'Ivoire, son histoire, ses pratiques, ses liens avec Israël et le peuple hébreu. On essaye de voir dans quelle mesure il y aurait des coutumes communes entre Israël et les dents d'aujourd'hui. Et il est important que nous puissions vous comprendre, que nous puissions savoir comment vous vivez, pour voir quelles sont les différences ou les similitudes, les façons immédiates que vous avez de vivre par rapport à nous en Israël, de génération en génération, et voir ce qui est resté profondément ancré. L'habillement traditionnel que vous avez, c'est la même chose que nous avons. Est-ce qu'en tant que Dan, il vous est déjà arrivé de parler entre vous d'Israël et d'un rapport que vous avez avec Israël? Nos parents disent que nous sommes venus du nord du pays de Dieu. Et c'est plus tard qu'on a appris que l'Israël a été le pays que Dieu a visité. D'abord, nos patriarches, certains patriarches qui étaient là, qui sont des patriarches qui ne sont pas forcément intellectuels, mais qui sont quand même cultivés sur le plan culturel. Ils reconnaissaient que nous venions de l'Orient. Ça, dès l'enfance, on reconnaît cela. Mais ils ne savaient pas effectivement si on était de source hébraïque ou non. Les soirs au clair de lune, le plus âgé de la famille, il appelle les jeunes, ils font la ronde devant lui, il est en face, et puis il raconte les histoires passées. Ce soir, nous avons parmi nous un David. C'est son nom. C'est comme ça, nous tous, on a eu des histoires. Par exemple, genre d'histoire qui... Bon, moi, j'ai ma grand-mère, la maman de mon papa, qui m'a raconté l'histoire de, comment on appelle ça, la tour de Babel, pour la toute première fois. Ah bon? Elle m'a raconté qu'avant, voici ce qui s'était passé. Et Dieu a dispersé et l'humanité. Dieu a dispersé l'humanité, c'est là il a donné les ethnies. Il a commencé, le Yakuba est là, là, et pour ne pas se comprendre, c'est ma grand-mère qui m'a dit ça. Et attends, d'où ta grand-mère a su ça? Bon, elle a dit aussi que ce sont ses grands-pères qui ont raconté ça. Voilà, et donc, sur le temps... C'est pas... elle n'a pas lu... Non, elle n'a pas lu. Non, bon, il n'y a pas d'écriture, ça ne veut pas lire. Voilà, et donc c'est comme ça que nous tous, peut-être même les doyens... Alors, est-ce qu'il y a encore des histoires comme ça qu'on vous raconter par rapport au passé? Oui, il y en a trop. On va prendre un mot comme ça dans le vide pour donner. Même les historiens comme Noël Loukou, qui sont les grands historiens ivoiriens, ils ont dit les Danites,
Hein? Leur langue, on dit dans Opemé, ça veut dire ceux qui parlent la langue dedans. Mais la langue dedans, c'est l'hébreu. C'est l'hébreu. 90% des mots d'Anit en Côte d'Ivoire, c'est l'hébreu. Alors, pour moi, la ressemblance, d'abord, c'est le fait de ces termes en hébreu. Quand ça fait les termes en hébreu, qui me paraissaient tout à fait marquants, parce que dans un patois, on n'a pas l'habitude de mettre des termes hébreux, c'est-à-dire que c'est vraiment dans le langage usité. J'ai commencé à comparer les mots. Voilà. Et en hébreu, on dit Bereshit, mais chez nous, on dit Brassi. Vous voyez, c'est presque les mêmes racines, les mêmes façons. Yahweh, on dit Yahweh. Donc, chez nous, Yahweh, c'est Yahweh. Hein? Adonai, Adonang. Alors, tout ça, j'ai commencé à étudier tout un panorama linguistique et avec l'hébreu ancien par rapport à notre langue. Je dis bien l'hébreu ancien parce que ça évolue. Alors, il y a plusieurs similitudes linguistiques comme ça, et il y a plusieurs similitudes culturelles. Et par exemple, les habits que nous portons avec cette bande, qui étaient les habits des Cohen. Et dans ma langue d'Anit en Côte d'Ivoire, les Cohen, on les appelle les Cohen. C'est la même chose. Le nom d'An, c'est les dents de l'ouest de la Côte d'Ivoire qui ont conservé ce nom-là. Sinon, les dents, il y en a un peu partout. Moi, j'ai parcouru un peu quelques pays où il y a les dents. Mais c'est les dents de Man, la région des montagnes, qui a conservé le nom dents. On nous appelle dents, mais notre nom aussi, c'est Yakuba. C'est Yakuba. On a deux noms. Yakuba et dents. D'après vous, qu'est-ce que ça signifie? Yakuba, chez nous, ça, normalement, Ba, là, c'est la contraction de Banou, c'est-à-dire enfant. C'est les enfants de Yakou. Les enfants de Yakou. Yakou Banou. C'est qui Yakou? Bon, Jacob. n'est-ce pas? Jacob, c'est l'un de nos ancêtres. C'est l'ancêtre de Yakuba, des dents. Les Dan Yakuba seraient donc descendants de Jacob. Mais ont-ils gardé des pratiques d'Israël? Ils prient l'Éternel Dieu. Quand ils demandent quelque chose, ils s'adressent à l'Éternel Dieu. C'est le seul peuple, par exemple, en Côte d'Ivoire, les autres, je ne sais pas, c'est le seul peuple qui s'adresse à l'Éternel Dieu. Et on dit Atana, Éternel, Atana. Et on dit Yahweh. Ou on dit Yahweh. Ou bien Yehova, Jéhovah, Yehova. Il est grand, le grand Dieu. Atana. Le Dieu suprême, c'est Atana. 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 Ce qui peut correspondre peut-être à Adonai ou bien à Atana. Je ne peux pas dire qu'au milieu des Danites, il n'y a pas d'idolâtre. Il y en a. Mais, en dépit de tout ça, ils considèrent l'Éternel Dieu comme le Dieu unique qu'ils adorent. Et qu'ils vénèrent, à qui ils apportent l'offrande chaque 7e jour, qui est le jour de sacrifice qu'on appelle Sahaba. Samedi, il ne fait rien, samedi. C'est un jour de repos total. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Nous sommes quand même, après tout, de sources hébraïques. Ce qu'on a appris dès la jeunesse. Malgré 2700 ans, quand même, on a gardé. On ne peut pas ignorer Dieu. Mais ce qui est important pour nous, ce que nous sommes venus vous dire ce soir, nous qui sommes là, nous sommes prêts à pratiquer le judaïsme. S'il est que nous sommes de la maison de Jacob, ce que nous pensons, c'est avec vraiment beaucoup d'émotion que nous ferons, parce qu'il n'y a pas plus grand bonheur pour nous de rejoindre la maison de nos ancêtres. On a un peuple ici qui s'appelle Dan, fils de Yacoub, qui croit dans un Dieu unique qui s'appelle Yahweh, mais on n'a pas le droit de prononcer son nom, dont le jour sacré est le samedi, qu'ils appellent d'ailleurs Sabbat, qui évidemment font la circoncision, ont des règles de pureté familiale, etc., qui disent ouvertement qu'ils sont descendants des Hébreux, et des tas d'autres preuves historiques, etc.,
qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Il est intéressant de remarquer que les Juifs de Manipour et Mizoram ont été reconnus comme Tzetsae Israël, c'est-à-dire comme une descendance d'Israël avec l'obligation de se convertir au judaïsme. Or, les preuves qui ont été apportées par les Juifs de Manipour et Mizoram, aussi belles soient-elles, ne me paraissent pas plus fortes ou plus impressionnantes que les preuves qui ont été apportées ici. Et après tout, si les Juifs de Manipour et Mizoram ont pu être reconnus comme Tzetsae Israël, alors peut-être qu'eux aussi. Mais cela, seul l'avenir nous le dira. Voilà. Nous avons suivi. Et la vérité triomphera. Oui, la vérité triomphera. Parce que la vérité, elle est bonne à savoir. L'exploitation de l'homme noir. L'exploitation. Et il y a des Africains, ils sont contents d'être à Paris. Est-ce que ces Africains-là viennent quand il y a des marches? Non. Ils s'en foutent des marches. Est-ce qu'ils viennent quand il y a des sittings? Des Gabonais ou des Togolais? Ou des Congolais? Ils ne viennent pas. Ils sont fiers d'être en France. Et ils se disent qu'ils sont plus français qu'un Français blanc. Vous poserez à ces Africains, certains parents noirs, qui imitent l'homme blanc. Ils parlent comme l'homme blanc. Ils s'habillent vraiment comme l'homme blanc. D'où sort la sapologie? La sapologie. La sapologie de merde. D'où sort cette sapologie? L'abrutissement. Abrutir le peuple noir. On leur fait croire qu'il n'y a que les beaux vêtements, les chaussures croco, les beaux costumes. Et ils s'en foutent qu'en Afrique, l'homme blanc est là-bas. Hein. Mais pendant ce temps, l'homme blanc en Afrique, champion dans le vol, il vole immensement des minéraux. Il tue immensement. Il violente les femmes sexuellement. Il violente les enfants. Et ils encouragent aux dictateurs d'empêcher les Africains qui reviennent chez eux. Les Noirs qui sont en Europe, ils disent faites tout, devenez très très méchants avec les populations. On vous encourage dans la dictature, mais faites à ce que ces Noirs-là ne rentrent pas demain à la maison. Faites à ce qu'ils soient seulement en Europe, qu'ils voient que l'Europe c'est leur terre, qu'ils voient que les États-Unis c'est leur terre. Et voilà. Pendant ce temps, les Chinois, les grands voleurs spécialistes dans le vol, ils sont en Afrique. Ils volent immensement les minéraux. Et ils s'accomplissent avec nos filles, avec nos femmes. Ils les enceintent. Pour avoir des enfants chinois. Oui, mais les enfants chinois qu'ils auront avec des femmes noires, soi-disant des métisses. Mais ils doivent les appeler d'une autre manière. Mais c'est comme ça la balkanisation, elle rentre. Le Zaïre de Mobutu, hier, et aujourd'hui, le Congo est sous occupation. Le Congo, la terre du peuple Congo, la terre du peuple Bantu. Tous les pyromanes sont là-bas. Les pyromanes, oui, capitaine pyromane, les grands spécialistes dans le vol, la MONUSCO, les casques bleus soi-disant, tous des pyromanes, champions dans le vol des minéraux. Pendant qu'ils sont là, à 100 mètres, on viole, on tue avec des machettes. Et ils donnent des machettes neuves. Mais les machettes neuves qui ont servi à tuer le génocide qu'il y a eu au Rwanda. 6 millions de morts. Mais qui ont donné les machettes? Qui ont donné des machettes? La France.
des machettes neuves pour couper. Parce que les Rwandais, on leur a appris à couper l'être humain comment? Par les Belges. Les Belges. Parce que les Belges, souvenez-vous à l'époque, Léopold II, il envoie nos parents dans les forêts chercher le liquide de caoutchouc. Ils devaient amener la quantité demandée par Léopold. Et quand ils amenaient ce que Léopold n'avait pas demandé, on y coupait la main, on piquait la main. Machette, tiens! Léopold II se prenait pour le maître de couper les mains ou de couper les jambes. Et c'est de là où ce qui est rentré. Les histoires de couper les gens avec des machettes. Et les Rwandais Tutsis, ils adorent. Les Rwandais Tutsis, les bien-aimés de la communauté internationale du sang. Regardez le fumier. Paul Kagame. Il vient en France, on lui met tapis rouge à l'Élysée. Un génocidaire, un assassin. Pourquoi? Parce que Paul Kagame donne beaucoup de minéraux à la France, donne beaucoup de minéraux aux États-Unis, donne beaucoup de minéraux à l'Angleterre et à tous les Européens. Et ils aiment cela. Et les Africains idiots, certains qui sont à Paris, des parents noirs, ils se disent des combattants, mais ils ne sont pas des vrais combattants. Quand Félix Tshisekedi vient à Paris, ils suivent Félix Tshisekedi derrière, comme des moutons, parce qu'ils ont besoin que Félix leur donne $100, $200, $300. Oui, ils aiment $200, $300, mais est-ce qu'ils aiment leur terre que le Congo RDC? Ils n'aiment pas leur terre. Ils sont contents d'être en France, ils sont contents d'être en Italie, en Espagne, et même en Belgique de merde, la Belgique de merde. Oui. Non. Ça fait mal. L'aliénation essuie le tableau. La Bible. La Bible. Bien aliéner l'être humain noir. On a effacé la mémoire de l'être humain noir. Tu n'aimeras pas ta terre. Tu vas aimer la terre en Europe. Là où on a mené tes parents esclaves. Là où on les a vendus comme des voitures. Là-bas, c'est ta terre. Tu vas vivre dans des immeubles de 30 niveaux, 30 étages. Et l'Africain est content. Et il prend l'ascenseur pour monter jusque dans des niveaux tout en haut. Est-ce qu'en Afrique, nous, on vit dans des grands immeubles? Non. En Afrique, chez nous, on est des princes, des princesses. Voilà. Essuyez le tableau. Et les Africains sont contents. Ils aiment les Champs-Élysées. Avenue des Champs-Élysées. Ils aiment Châtelet-Les Halles. Aller manger les poulets KFC. Mais pendant ce temps, il y a l'histoire. L'histoire des esclaves. Est-ce que l'homme noir s'intéresse? Non. La sapologie de merde. Mettre les vêtements des costumes et les chaussures croco. Ça oui, ils adorent. Ils adorent. Et il y a des noirs, ils laissent pousser la barbe grandement. Et ils se prennent pour maintenant, comme s'ils devenaient pire que l'homme gaulois qui a exterminé le peuple noir en Afrique. Vous les regardez, mais vous pouvez même croire que c'est des gens valables. Est-ce qu'ils sont vraiment valables? Mais pas mal d'entre eux sont derrière Félix Tshisekedi. Pas mal derrière Moïse Katumbi, qui n'est pas un Congolais. Moïse Katumbi n'est pas un Congolais. Hein? Il détient un passeport israélien, c'est un juif, mais en même temps, au Mozambique,
Moïse Katumbi, il y avait des élections, il voulait être député. Mais Moïse Katumbi aujourd'hui, les Congolais acceptent Moïse Katumbi parce qu'ils se disent, il parle le Katangé. Est-ce que c'est un Katangé? Non. La RDC, il y a eu des classes spécialisées à l'époque de Maréchal Mobutu. Pendant que Mobutu était au pouvoir, l'homme blanc qui a amené le système de l'esclavagisme, a donné des cours de langues, différentes langues de la RDC. En dehors du Congo, il donnait des cours en Europe à des étrangers de parler le lingala profondément, de parler la langue katangaise, de parler le swahili, de parler différentes langues. Et ça fait qu'il y a confusion. Quand ces gens-là parlent, pour les Congolais, ils disent « celui-là, c'est un Congolais de la RDC. » Mais en réalité, c'est un étranger. Voilà. Voilà. Essuyez le tableau. Et il y a pas mal, hein. Alléluia. Alléluia. Parce qu'en Afrique, pas mal de faux pasteurs. Et ils disent aux jeunes filles de baisser leur culotte parce que le démon est sur la culotte. Ah bon? Montre-moi le passage dans quelle Bible Dieu le dit. Hein? Voilà. Il y a problème. Et ils envoient, il y a des Rwandais. Il y a des Rwandais spécialistes qui viennent dans les directs des gens. Ils sont envoyés par Hippolyte Kanambi pour venir injurier les gens. Il y a des Rwandais spécialisés qu'ils ont envoyés en Europe pour chercher à voler les comptes des gens, Facebook ou Twitter. Oui. Et là, il y a un qui est en train de venir pour m'injurier. Mais je ne le connais même pas. Hein. Je ne le connais même pas. Hein? On lui envoie pour venir m'injurier. Et quand vous regardez sa tête, il n'a même pas la tête d'un Congolais. Mais un Rwandais. Et ils utilisent des noms des Congolais. Hein? Mais ce n'est même pas des Congolais. Voilà. Et ça marche comme ça. Hein? Les gens qui sont au service de l'homme blanc pour détruire les autres Africains. Ils sont spécialistes. Ils sont spécialistes dans la destruction de la vie de l'homme noir. Je ne le connais même pas. Hein? Je ne le connais même pas, mais il vient m'injurier. Et il a la tête d'un Rwandais. C'est même pas un Congolais. Et ils sont envoyés pour venir injurier les gens dans les directs des gens. Mais je ne le connais pas. Est-ce que je l'ai invité dans mon direct? Hein? Il porte le nom Mulunda. Mais vous regardez bien, il ne s'appelle même pas Mulunda en réalité. Ils prennent les identités des Congolais. Oui. Car aujourd'hui, avec Hippolyte Kanambi, pas mal de Congolais ont des passeports. Hein? Des passeports congolais qu'on donne à des Rwandais qui se font passer pour des Congolais. On leur donne pour aller aux États-Unis. Des milliers de passeports. Je ne connais pas cette personne, mais il vient m'injurier. Je ne le connais pas. Et je vais le bloquer. Je vais le bloquer. Je ne le connais pas. Hein? Envoyé pour venir injurier les gens dans les directs. Et je ne le connais pas. Je l'ai bloqué. Parce que je ne le connais pas. Il vient m'injurier, il est qui? Hein? Moi, je suis là pour veiller les consciences. Parce que ça suffit que les Africains deviennent toujours que des esclaves. Ça suffit que l'homme blanc va toujours prendre l'homme noir pour un esclave. Ça suffit. Ça suffit que le Congolais de la RDC cherche à être libre. Mais il y a un type comme Félix Tshisekedi et Moïse Katumbi qui vont voir, soi-disant, les décideurs aux États-Unis, en France, pour demander quoi? Est-ce qu'aux États-Unis, quand il y a des élections, les Congolais de la RDC disent
aux États-Unis, qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce que quand il y a des élections en France, les Congolais de la RDC disent à la France ce qu'il doit faire? Merde alors! Voilà, voilà, l'homme noir est toujours esclave. Esclave moderne. L'esclavagisme moderne est plus dangereux que l'esclavagisme avec les chaînes qu'on a mis à nos parents, à mener un seul chemin. Nos parents entiers, nos parents qui sont aux États-Unis, nos parents qui sont éparpillés dans toute l'Europe. L'homme blanc, mais il faut connaître qui est l'homme blanc. Et moi je suis fier que Dieu a fait à ce que ma mère, elle est de Paris, mon grand-père est de Paris, du côté maternel. Et Dieu a fait que mes grands-parents sont des Congos. Et que je suis né au Congo, Brazzaville, métis. Et comme Ségolène Royal avait dit, le métissage c'est l'avenir de demain. Et c'est nous qui allons tout faire pour libérer l'Afrique. Et l'Afrique va se libérer. Il y en a marre. Il y en a marre que les Africains soient toujours des serpillères. Il y en a marre que les Africains soient toujours pris comme des sous-hommes. Il y en a marre qu'on prenne nos filles, nos jeunes filles noires pour être dans les trottoirs, vendre leur corps pour faire plaisir à celui qui se prend pour le maître de la terre, l'homme blanc, mais qui n'est pas un être de la terre. L'homme blanc, il est là grâce à l'homme noir qui immigrait ailleurs. Et la vérité doit être dite. Voilà. Et là encore, il y a un autre qui vient m'injurier. Je ne les connais pas. Hein. Ils ont des noms congolais, mais ce n'est même pas des Congolais. Là maintenant, c'est un autre envahisseur. Et je vais le bloquer. Je ne les connais pas. Ils viennent m'injurier. C'est des Rwandais parce qu'ils savent qu'on fait un travail immense. Un travail pour ouvrir les yeux des gens endormis. Et ils viennent pour injurier les gens. Hein? Ils viennent pour injurier. Hein? Et ils n'ont même pas de noms africains. Ils déforment les noms. Hein? C'est des Rwandais. C'est des Rwandais. Dès que moi je vois les gens, je reconnais. Et je vais le bloquer. Je ne l'ai pas invité dans mon direct. Et il se casse. Ici, nous, on est pour réveiller les consciences du peuple bantou, les peuples qui sont endormis. On est là pour ça. Et je suis fier de ce que je fais. Parce que les consciences, les esprits doivent se réveiller. Les Rwandais Tutsis envoyés pour venir injurier les gens. Oui, ils sont spécialistes hein, pour venir injurier les gens. Donc ils sont pleins dans les réseaux sociaux. Ils regardent tout ce qu'on fait. Ils regardent. Et ils sont envoyés pour venir injurier les gens. On leur envoie. Hein. On leur envoie. On leur envoie. Allez-y injurier. On leur envoie. Les hommes qui sont des Rwandais, mais pour soutenir, hein, la balkanisation en RDC. Oui, l'occupation rwandaise. Et ils sont prêts. Des Rwandais Tutsis, mais qui viennent dans le direct du tiers africain pour m'injurier. Et ils écrivent en lingala, mais ce n'est même pas des Congolais. Dès que tu regardes seulement le visage, tu sais que c'est un Rwandais Tutsi. Et ils sont pleins. Spécialistes. Hein? Et il y en a qui cherchent à détourner même mes pages Facebook. Mais ils ne pourront jamais. Parce que moi-même, je suis un informaticien. Combien de fois on a essayé de détourner mes pages? Mais j'ai récupéré. Parce que moi, on ne peut pas jouer avec moi. Je suis un guerrier bantou. Des Rwandais Tutsis, vous voyez? Nous parlons, nous réveillons les consciences des Congolais. Et aujourd'hui, je dirais à mes frères congolais, Congolais Téléma, il faut au Boma Bakolabo, récupère ta terre qui t'appartient.
Parce qu'en France, tu es un esclave pour l'homme blanc. Tu es un esclave congolais de la RDC. L'homme blanc nous prenne pour des esclaves tout africains. Ils sont contents quand ils nous voient faire des marches. Ils sont contents quand ils nous voient dans les rues de Paris. Ça leur fait plaisir. Et aujourd'hui, l'homme noir doit à tout prix sortir du calvaire parce qu'ils aiment ça. Ils aiment voir les noirs en pleurs. Oui. Ils aiment voir les noirs quand les noirs viennent. La France, aidez-nous, aidez-nous. Mais nous n'avons pas besoin de dire aidez-nous. Nous avons besoin de dire laissez-nous, nous allons nous libérer nous-mêmes. Et arrêtez d'encourager le désordre. Et c'est ça. Des Rwandais Tutsis envoyés. Envoyés pour m'injurier. Et je ne les connais pas. Je ne les connais pas. Je ne les connais pas. Mais parce que quoi? Parce qu'on parle, on l'attaque Félix Tshisekedi. On l'attaque Moïse Katumbi. On l'attaque Vital Kamerhe. Oui. Boma Bakolabo. Oui. On continuera à dire ça. Parce que la RDC est sous occupation. Oui. Et la RDC ne s'appelle pas République démocratique. Non. République démocratisée. C'est comme ça que le Congo s'appelle. République démocratisée. Oui. Et la République démocratique, elle prendra sa place quand il y aura la révolution et après la révolution. Parce que les Congolais seront libres et République démocratique reviendra. Mais là, c'est République démocratisée. Et le message est clair. Les salopards des Rwandais, Tutsis, ils viennent pour m'injurier. Et ils croient qu'ils peuvent m'effrayer. Non. Vous ne m'effrayez pas. Vous êtes des tueurs avec des machettes. Vous ne m'effrayez pas. Ils sont foirés de merde. Vous croyez que vous êtes plus intelligent que les peuples bantous? Vous n'êtes pas plus intelligent que nous. Déjà, vous volez les minéraux en RDC. Vous construisez votre Kigali de merde avec les minéraux de la RDC. Hein? Vous croyez que vous êtes plus intelligent que nous? Nous, on est plus intelligent que vous. Voilà. Ils sont foirés de merde. Non. Nous allons écouter le grand professeur. Aujourd'hui ne peut demander à une Africaine de démontrer la parenté entre l'Égypte ancienne et l'Afrique moderne. Nous, ça a été déjà réglé et peut-être ce qui fait le bonheur de Cheikh Anta Diop et de Théophile Obenga, c'est d'avoir réglé tous les problèmes techniques. Il n'y a plus de discussion sur les problèmes techniques, à savoir qu'est-ce qui nous rattache aujourd'hui à l'Égypte ancienne, qu'est-ce que l'Égypte pharaonique et l'Afrique nord d'aujourd'hui ont des connivences. Nous n'en discutons pas, parce que ça a été déjà établi de façon magistrale et par le professeur Obenga et par le professeur Cheikh Anta Diop. Au niveau de linguistique, et à deux d'ailleurs, le professeur Cheikh Anta Diop a laissé des notes qui ont été publiées. Son dernier livre, c'est un livre aussi monumental sur l'Égypte, le pharaonique, les langues africaines modernes. Donc, à ce niveau-là, il n'y a plus de débat, comme ils le disent. Et quel est le débat qui se pose aujourd'hui? Le débat qui se pose aujourd'hui en matière de la Renaissance africaine, c'est justement la réappropriation de notre historicité pharaonique
pour bâtir l'État fédéral multinational africain moderne. Comment nous allons nous approprier? Et nous aussi, nous avons l'obligation de faire ce qu'on appelle les humanités, ce qu'on appelle les humanités égypto-africaines, qui se structurent autour du pharaonique, c'est-à-dire l'étude des langues pharaoniques, et qui se structurent aujourd'hui autour de tous les savoirs, de tout ce que les Égyptiens ont fait à travers l'anthropologie, à travers le droit, l'État, tout. Est-ce qu'eux-mêmes là, les Égyptiens, ils reconnaissent au moins que c'était des Noirs ou bien cette logique occidentale que c'était toujours... Ceux qui s'intéressent à ça connaissent. Ceux qui s'intéressent à ça connaissent. Mais bon, c'est pas un problème. Pour eux, on ne peut pas en parler. Mais ils connaissent. Ceux qui ne connaissent pas, bon, ils connaissent ça. Mais les savants de Jésus, puisqu'on discute, il y a les livres, il y a tout, ils connaissent. Ils connaissent, mais ils font un peu comme l'égyptologie occidentale. On connaît, mais on ne met pas l'accent sur ça. Moi, quand j'ai étudié ça, à Genève ou à Paris, on ne parle pas de la race, on parle pas de... On étudie ça comme on étudie le grec, le latin ou des choses comme ça. Et ça envoie les incidents. Mais le fait que je sois présent, que d'un noir quand même, bon, ça pose des questions, sa présence. Lui, il étudie dans quel intérêt? Est-ce que c'est pour savoir ou pour s'armer pour le combat? Moi, j'ai étudié pour m'armer pour le combat. Mais les autres collègues français, ils étudiaient pour étudier. Ils n'étudiaient pas dans la même perspective, si bien que moi, j'ai rapproché ça des langues africaines comme chef, et ils ne pouvaient pas le faire. Ils étudient ça juste au objet de musée, ils sont savants, ils lisent les hiéroglyphes, ils étudient, ils ont des colloques, ils ont des congrès, de temps en temps ils éblouissent le peuple parisien pour faire des musées, des choses comme ça. Mais nous on n'étudie ça pas pour ça. Nous on étudie pour, comme a dit le professeur Kabongo, c'est pour nous approprier notre culture, notre civilisation. Au début, il y avait Cheikh Anta Diop tout seul, on l'a pris pour un fou, on l'a opposé, etc. On l'a minimisé. L'Occident a appuyé ça. Tous les africanistes français, les Balandiers, les Suré-Canard, les Jean-Pierre Chrétien, les Moni, et tout le monde, tous sans exception. Aujourd'hui même, et Madame Claude Pérou, tous ces gens-là, les Fauvet, tous ces gens ont ridiculisé Cheikh Anta Diop. Mais ils ne suivent plus, parce qu'ils ne connaissent même pas de ce dont ils parlent. Ils ne suivent même plus, et l'Afrique avance. Alors, même Monseigneur Tchibango à l'époque voulait, avec les Biloulou, qu'on crée un centre d'égyptologie ici avec Cheikh Anta Diop. On va créer à Dakar, il y en a au Cameroun, il y en a ici, on va créer à Brazzaville, et ça va se développer. Il suffit qu'il y ait quelques foyers, puis ça va se développer. Mais moi, j'ai comparé avec les langues. L'Égyptien ancien et le Yoruba, les langues du Niger, ça a un sens. L'Égyptien avec le Baoulé de la Côte d'Ivoire, j'ai comparé, ça donne. Avec le Dogo du Mali, ça donne. Avec le Dagara du Burkina Faso, ça donne. Avec la langue du Baret Gaza, c'est-à-dire au nord du Juba, au Soudan, j'ai comparé, ça donne. Et ici, j'ai comparé avec une langue bantou, ça marche, donc ça marche avec toute la langue bantou. Il a publié dernièrement un livre, il a comparé avec les Chiluba. Ouais. Le Lumbadini, qui est aussi grand égyptologue français. Il a fait la comparaison avec les Chikam et les Chiluba et l'Égyptien ancien. Donc, ce qu'il faut dire que, comme dit le professeur Obenga, l'égyptologie n'a jamais été africaine, en fait. Quand les Champollion déchiffrent l'Égyptien ancien, ils découvrent que tous les savoirs occidentaux qu'on prétendait appartenir à la Grèce appartiennent en réalité à l'Égypte ancienne. Et ils se disent, voilà, donc la civilisation mère de la civilisation occidentale, ce n'est pas la Grèce, c'est l'Égypte ancienne. Et voilà, l'Égypte est détachée du monde noir, l'Égypte est blanche. C'est tout. Jusqu'à ce que Cheikh Anta Diop commence à étudier la langue et découvre, par un faisceau n'est-ce pas, d'arguments, que non, l'Égypte n'appartient pas aux Blancs. Et comme il est le premier égyptologue africain, il dit non, c'est ça la thèse fondamentale, c'est que l'Égypte ancienne, l'Égypte pharaonique, qui est la matrice de toutes les civilisations, de toutes les sciences, de philosophie et tout, n'est pas blanche.
C'est ça la thèse fondamentale de ce candidat. Et les Noirs, et les Nègres, et les Africaines, et les Congolaises, Brasiloises et tout, autrement que blanches. Et à ce moment-là, tous les intérêts occidentaux entrent en guerre contre Cheikh Anta Diop et les détruisent. Enfin, ils n'ont pas détruit la thèse parce qu'ils ne l'ont même pas accepté. Nous sommes en 49, quand il présente, il se fait inscrire à la Sorbonne pour une thèse sur l'avenir de la pensée africaine avec Gaston Bachelard, et une deuxième thèse avec Marcel Guillot sur péter les Égyptiens prédynastiques. Personne n'accepte qu'il défende sa thèse. Aucun jury ne l'accepte. Heureusement pour lui, cette thèse serait restée dans les tiroirs si Ali Diop n'avait pas créé en 1947 les éditions Présence africaine, qui vont publier en 1954 l'ensemble des deux thèses, la thèse principale et la thèse secondaire, sous forme d'un grand livre que nous appelons aujourd'hui Nation nègre et culture. Et ce livre-là démontre, et c'est quand je vous démontre que voilà, l'égyptologie occidentale affirme que l'Égypte dynastique et prédynastique est une entité blanche, c'est faux. C'est une entité noire, et voilà les preuves, et il aligne un faisceau de preuves, il prend toutes les preuves, c'est-à-dire d'abord ce que les Égyptiens enseignent, ce que les contemporains des Égyptiens enseignent. De toute façon, il est en train de passer l'examen devant les maîtres. Non, mon examen, je l'ai passé depuis toujours. Quand j'ai fait ma thèse, la première copie de ma thèse a été déposée chez Obenga en 1900. Ok, c'est pas grave. Mais professeur, est-ce que vous, dans votre vie, est-ce que vous avez eu aussi à voir cette antipathie de la part de certains occidentaux qui veulent un peu vous faire taire parce que vous remettez en cause un peu toutes les thèses? Oui, c'est-à-dire que il y a aussi les habitudes, hein, tu vois, les paradigmes. On fait comme ça, les ancêtres ont fait comme ça, tous les grands savants ont fait comme ça. Donc c'est établi, la science officielle. Les Champollion, les Massero, les gars de Berlin, les gars de Londres, aux États-Unis, tout le monde, la science occidentale a établi que c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et les étudiants qui viennent, ou le peuple, on suit ce que les gens disent. On dit comme si on nous dit la physique, la chimie physique, le nucléaire se comporte comme ça, la matière, on suit ce que les savants disent. Ou les médecins nous disent que c'est comme ça, on suit ce qu'ils connaissent. Bon, dans le cas de l'histoire, on suit aussi. Hein. Si on nous décrit l'histoire de Napoléon ou ceci, on suit un peu. Et du coup, les gens suivent, même quand c'est faux, ils suivent. Or, il se trouve que ce qu'on a dit de l'Égypte antique par rapport à l'Afrique noire, c'est tout à fait faux. Et que l'Égypte antique, bon, ils connaissent maintenant. Ils disent, on discute avec eux, ils disent, bon, de toute façon, bon, si vous avez raison, ce n'est pas à nous de le prouver, c'est à vous de faire votre boulot. Ils disent ça, les professeurs disent. Ils disent, oui, vous pouvez avoir raison, mais vous voulez que on laisse tout l'héritage, 40 ans, tout ça, on a fait ça. On va dire à vos thèses, faites vous-même vos thèses. Tu vois? Donc, c'est un peu ce débat. Ils ne veulent pas changer par habitude et non par attitude scientifique. Ils ne veulent pas changer. Mais là n'est pas le problème. Le problème, c'est que les Africains veulent toujours demander la permission. Quoi. Ce que je fais, voilà. Est-ce que c'est bon? La manière de danser, il a tout dit. La manière de mettre ma cravate, est-ce que c'est bon? Les Africains aiment toujours demander la permission. Et c'est ce qui se passe. Moïse Katumbi et Félix Tshisekedi, ils viennent en France, ils vont aux États-Unis pour demander la permission. La permission à qui? Aux décideurs soi-disant. Décideurs de merde. Est-ce que le Congo RDC appartient aux États-Unis ou à la France? La honte. Voilà pourquoi le peuple Congo, ils vont se libérer. Ils vont se libérer. On est des centaines de millions de gens qui avons compris. Hein. Et on travaille en groupe pour réveiller les consciences des Congolais. Parce que les Congolais doivent se réveiller afin qu'ils libèrent leur terre, la terre de leurs ancêtres. Parce que le Congo RDC est sous occupation. Et ça se passe aussi chez moi au Congo-Brazzaville. Ça veut faire du Congo-Brazzaville un territoire pour les Rwandais Tutsis. Parce qu'il y a des Rwandais Tutsis qui violent au Congo-Brazzaville. Ils violent au poules. Oui. Ils
pour que les femmes mettent au monde des enfants rwandais. Et c'est comme ça la balkanisation. Ils veulent faire exactement comme ce qui se passe au Congo RDC. Voilà. Mais nous, on est des millions, Nous avons compris et on travaille dur. Dur pour réveiller les consciences des gens. Peu importe que les Rwandais Tutsis viennent nous injurier dans nos directs. Mais ceux qui viendront nous injurier, on va les bloquer.